de participer à cet atelier aujourd'hui avec vous. A priori, l'intervention va durer une demi-heure. Je vous propose une présentation de l'association VMF, puis de la fondation VMF, qui est une composante de l'association. Vous présenter le patrimoine, comment ça marche, et puis après avoir un temps d'échange, si vous avez des questions notamment, parce que suite aux ateliers que vous avez faits, je pense que c'est là que ce sera le plus productif. Je ne sais pas si tout le monde voit bien, si c'est bon. Alors, l'association VMF, c'est une association qui a été montée il y a presque 60 ans maintenant, à l'initiative de la marquise d'Amodio, qui avait pour ambition de sensibiliser déjà à la notion de patrimoine, du patrimoine. Donc l'association a pris de l'ampleur au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, il y a 17 000 adhérents qui sont répartis par délégation dans tous les départements. Les membres sont soit des propriétaires de châteaux, voire de jolies maisons qui ne sont ni inscrites ni classées, et essentiellement des amateurs de patrimoine qui ne possèdent pas forcément une demeure. Donc, en région et en délégation, l'association est organisée en petites unités autonomes. On visite du patrimoine, on a accès à des demeures privées qui ne sont pas ouvertes au public. L'idée, c'est vraiment que les gens se connaissent, que ça soit convivial, et qu'à travers ces échanges, ils puissent avoir des échanges d'informations sur le fonctionnement du système culturel en France, qui pour un propriétaire de site est assez complexe. Donc voilà, par exemple, comment on fait des travaux, comment on contacte la DRAC, où est-ce qu'on peut trouver de l'aide, comment je remplis ma déclaration d'impôt, est-ce que les recettes de billetterie sont dans ma déclaration ou pas. Voilà, des questions très pratiques. Et puis nous, au siège, on est une dizaine à Paris, et on va travailler beaucoup plus sur les aspects institutionnels, donc notamment sensibiliser les élus aux questions du patrimoine en général, donc déjà aider à définir la notion de patrimoine qui évolue. Donc aujourd'hui, on n'est pas seulement sur le patrimoine bâti, on est aussi sur le patrimoine paysager environnemental. Des jardins aussi, monsieur me parlait des jardins. On mène des actions concrètes, notamment par exemple en ce moment on travaille beaucoup, notre service juridique travaille sur les serres d'Auteuil qui sont menacées de façon très très importante par la Fédération française de tennis, qui souhaite grignoter un peu de terrain pour s'agrandir en coupant quelques arbres, et voilà, petit conflit. Toute la question aussi de l'éolien, comment on arrive à concilier l'envie de produire des énergies vertes avec la protection des paysages. Donc en France, vous savez qu'il y a des règles, normalement, on ne peut pas construire et implanter faire n'importe quoi quand on est à 500 mètres d'un monument inscrit ou classé. Sur un paysage, cette notion de 500 mètres, évidemment, parfois est réductrice. Comment on réfléchit à ça, et puis sur comment aussi on équipe en ce moment, comment on fait des travaux d'isolation dans des maisons anciennes qui ne sont ni inscrites ni classées, mais qui sont juste des jolies maisons de village. Voilà. Donc ça, c'est les actions, on va dire, de l'association. Et la fondation, donc la fondation est beaucoup plus récente, elle a été créée en 2009, donc elle a à peine 10 ans. Donc je travaille pour la fondation, je suis seule à la fondation, donc j'assure toutes les missions, en tant que chargée de projet, toutes les missions de la fondation. Donc aussi bien la collecte de dons, que la recherche de partenaires et l'animation des campagnes de crowdfunding. Donc ça vous donne un peu une idée de nos moyens humains. Donc l'objet de la fondation, on va dire, c'est un petit peu bras armé de l'association. On dépend de la fondation du patrimoine, on est abrité par la fondation du patrimoine, ça veut dire qu'on est... c'est eux qui signent les papiers, qui sont garants de l'usage qui est fait des dons, et c'est eux qui ont la personnalité juridique. Donc ça, après, c'est les questions aussi, tout ce qui est juridique, c'est très très important d'avoir en tête. Bon, nos missions à la Fondation, c'est vraiment aider le patrimoine en péril. Voilà, il faut qu'il y ait une notion de danger, donc là il y a quelques chiffres. On est une grosse petite fondation, on est la première fondation abritée de la Fondation du patrimoine. On collecte à peu près 400 000 € de dons par an pour le patrimoine, donc ce qui est tout de même assez important. Voilà. Bon, on a des... Ça, c'est des aspects, bon, ça va peut-être vous paraître un peu décousu, mais les gens, quand ils vont vous contacter pour des projets de crowdfunding, ce qui les intéresse, c'est comment ils vont récupérer l'argent, tout simplement. Ça, c'est des questions hyper importantes. Et c'est vrai que nous, à la Fondation, on aide une quinzaine de projets par an. Ça peut paraître peu parce que vous vous doutez bien qu'en France, il y a beaucoup plus de monuments en péril que ça. Mais ce qui fait la différence, c'est que nous, on accompagne des programmes de travaux qui vont avoir lieu. C'est-à-dire
c'est-à-dire qu'on aide un maître d'ouvrage à mener à bien son projet. C'est-à-dire que concrètement, quelqu'un qui a juste l'idée plus tard, dans le futur, de faire éventuellement des travaux s'il collecte des dons, ça c'est pas possible. C'est à la fois une sécurité, mais ça peut parfois aussi bloquer des propriétaires qui souhaitent s'engager dans un programme de travaux. Donc c'est des problématiques un petit peu différentes, mais l'idée derrière, c'est que tous les dons qui ont été récoltés, il faut qu'on soit sûr qu'ils soient bien versés aux propriétaires pour faire des travaux, et des travaux réalisés dans les règles de l'art. Ce qui fait que nous on verse l'argent normalement à la fin des campagnes, quand les travaux sont terminés, ou que les tranches de travaux sont terminées. Donc ça aussi, il faut le gérer avec le porteur de projet. Il faut vraiment lui expliquer les tenants et les aboutissants de la campagne. Parce que souvent les gens partent, ah oui c'est génial, on fait une collecte, on va de l'argent, ils disent tiens on va avoir l'argent à telle date, on pourra payer telle facture. Donc ça c'est, bon, il faut bien leur expliquer. Bon, ça c'est la vie de la fondation au fil des mois. C'est juste pour vous montrer qu'en fait Food Patrimoine c'est une opération qu'on organise une fois par an depuis 3 ans. Donc cette année elle n'a pas eu encore lieu pour des raisons que je vous expliquerai, notamment administratives. La phase de sélection, enfin d'appel à projet et la sélection des participants finaux est extrêmement importante. Parce que déjà, il faut arriver à toucher la France entière et faire émerger des projets intéressants. Food Patrimoine, sa réussite repose essentiellement sur le choix des dossiers, puisque si on prend des mauvais dossiers, ça ne marchera pas à la campagne. Voilà, donc on fait des repérages. Du coup, l'association nous aide parce qu'ils ont des relais locaux. On appelle les délégués en disant est-ce que vous connaissez tel propriétaire, qu'est-ce que vous en pensez, dites-nous-en un peu plus que ce qu'il y a dans le dossier. Donc ça c'est hyper important d'avoir des appuis locaux, puisque tout est centralisé après à Paris. Donc après je ne sais pas comment vous êtes organisé, mais la notion d'échelle et de territoire c'est important à avoir en tête pour la campagne. Savoir sur quel territoire on agit et qui sont les relais à différents niveaux. Alors, Food Patrimoine, c'est le grand temps fort de l'année à la Fondation. En parallèle, on a d'autres systèmes d'aide classiques, une dizaine de projets par an aidés par la voie classique. Donc on a un conseil qui se réunit tous les ans en début d'année. On fait le bilan de ce qu'on a collecté l'année d'avant. Et puis on voit combien de projets on peut aider et dans quelle mesure, à quel pourcentage. Voilà. Donc, Food Patrimoine, c'est une idée qui a germé en fait il y a 3-4 ans, enfin il y a 4 ans maintenant. L'idée, c'était bien entendu pour l'association qui s'appelle Vieille Maison Française, un petit peu de dépoussiérer aussi son image. D'ailleurs, on ne dit plus Vieille Maison Française, on dit VMF tout court maintenant, et de montrer que le patrimoine et tout ce qui était ancien avait toute sa place sur les réseaux, tout ce qui était digital en fait. Donc c'est vrai qu'on a un service communication qui est beaucoup plus axé digital, qui travaille sur Facebook, sur Instagram, beaucoup par l'image du coup. Et puis la collecte de dons pour la fondation. La question s'est posée. Je vais peut-être faire un petit profil de nos donateurs. Donc à la Fondation, comme c'est la fondation de l'association, naturellement, on se tourne vers les adhérents de l'association qui souhaitent faire un don à la Fondation. En fait. C'est notre vivier de donateurs. Donc parfois, il faut bien leur expliquer la différence entre aider la Fondation et aider l'association, parce qu'il y a aussi des dispositifs fiscaux. Quand on aide la Fondation, c'est vraiment, on fait un don non affecté à la Fondation et on laisse la Fondation choisir ses dossiers. Voilà. Donc il n'y a pas de notion d'affectation à un projet. Donc ça c'est important aussi à garder en tête parce que c'est lié notamment à la législation. Il faut faire très attention. On n'a pas le droit d'encaisser des dons et dire bah, c'est pour tel château ou tel monument, notamment parce que c'est des propriétaires privés souvent. Donc concrètement, ça veut dire que l'impôt, tout ce qui est défiscalisé, ça ne peut pas aller au profit d'un individu précis. Ouais, donc ça, c'est important. Est-ce que je peux vous montrer ? Et vous dites ça, mais pourtant, quand il y a de l'aide pour réhabiliter des vieilles maisons, ça va bien être particulier. Alors c'est justement, ça c'est tout l'environnement législatif, c'est assez complexe. Il y a plein de cas de figure différents. Food Patrimoine, on est très concerné parce que Food Patrimoine, pour le coup, c'est fléché. Ça veut dire qu'on identifie des sites et les donateurs vont donner à un projet le château d'Andelot, qui appartient à une association, l'église de Saint-Martin à Concumont, c'est une collectivité publique.
Donc suivant le propriétaire du monument, il y aura des règles différentes. Donc, globalement, quand c'est un projet public, c'est beaucoup plus simple. On peut collecter pour à peu près tous les types de travaux. On peut collecter sur l'ISF, on peut collecter sur l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. En revanche, si on est face à un propriétaire privé, alors là, ça devient compliqué. Ça veut dire qu'on a le droit de... C'est des campagnes que vous verrez sur Ulule, tout ça. N'importe qui peut organiser une collecte avec un objet libre. En revanche, pour émettre un reçu fiscal, il faut qu'il y ait une fondation derrière et que les travaux entrent dans le cadre de ce qui est prévu par le bulletin officiel des impôts. Donc ça, l'aspect aussi législatif est vraiment important. C'est l'objet du projet qu'il va falloir regarder si vous montez des projets, parce qu'il faut l'avoir bien en tête. Et concrètement, c'est des dossiers, et c'est pour ça que cette année, on a eu pas mal de retard. Il faut être conventionné avec le ministère de la Culture. On va conventionner certains types de travaux. Donc pour un particulier, c'est uniquement sur les monuments classés ou inscrits. Il faut que les travaux soient des travaux qui portent sur ces parties inscrites ou classées, qu'elles soient ouvertes au public ou visibles de la voie publique. Et tous les travaux ne sont pas éligibles. C'est vraiment que les travaux de restauration pure. Donc c'est des petites nuances, et ça, le porteur de projet, il faut arriver à être très pédagogue pour lui expliquer. Il n'a pas forcément connaissance de tout ça. Lui, il est plein de bonne volonté, il veut restaurer son château, on veut restaurer un monument privé. Il faut arriver à pouvoir apporter les bonnes réponses aux porteurs de projet. Donc tout ça, c'est prévu. Toutes ces dispositions, normalement, sont prévues en amont dans les dossiers de candidature. Parce que quand on monte une opération comme ça, les dossiers de candidature doivent être suffisamment précis pour que les porteurs de projet puissent savoir s'ils sont éligibles ou non. Bon, nous, on a fait le choix de choisir des projets un peu atypiques. Parce que, vous en doutez bien, c'est beaucoup plus facile de collecter et de raconter une histoire derrière. Donc, en fait, il y a beaucoup de paramètres qui vont entrer en ligne de compte dans la sélection des projets finaux. C'est la qualité, bien sûr, architecturale du projet. C'est-à-dire que quelqu'un, faut que ça soit conforme à l'esprit de VNF, quelqu'un qui souhaite faire une restauration en mettant des fenêtres en PVC, de la tube mécanique. On va dire, écoutez, c'est bien, mais c'est pas forcément dans cet esprit qu'on souhaite travailler. Après, tout ce qui est monument inscrit ou classé, normalement, il y a des architectes derrière, il y a des services de drague qui balisent le terrain. Donc, je pense que vous, sur vos projets scientifiques, là, il y aura aussi peut-être une réflexion à avoir sur le contenu, la qualité des projets aussi. Donc ça, c'est le premier aspect. Et puis après, alors ça, c'est la partie la plus délicate, qui n'est pas marquée dans le dossier, mais qui pour nous est vraiment importante. C'est qui est le porteur de projet, sa personnalité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le plus beau château du monde, des ruines en état de péril très très avancé. Si vous avez un porteur de projet qui va un peu mollement, votre campagne risque de ne pas aller au bout. Voilà, donc ça, c'est un peu la partie subjective. À travers les échanges qu'on a, déjà, vous apprenez beaucoup dans la façon dont est rédigé le dossier. Si vous voyez que le dossier est super nickel, tout est à l'heure, vous pouvez vous dire qu'on a un porteur de projet fiable. Si vous avez quelqu'un qui ne sait pas trop, qui se dit bon, j'y vais pas, je vais récolter des sous, attention. Et aussi, là, c'est un peu difficile à mettre sur le dossier, mais c'est pas à la tête du porteur de projet, mais ça va être aussi sur sa capacité de communication et de transmission. Donc vraiment, est-ce que. Alors, ça a d'où l'intérêt d'avoir des modèles locaux. Est-ce qu'à l'échelon local, il est bien implanté, ou au contraire, est-ce qu'il est brillé avec tous les voisins, l'office du tourisme, la mairie et tout le monde, et tout ça dans son coin? Ça, c'est hyper important, c'est la personnalité de votre porteur de projet. Donc après, c'est des éléments qui entrent en ligne de compte. Il y a un conseil exécutif qui décide avec des arguments très rationnels. Les notes sont données, très souvent, elles sont similaires. Ça, c'est pour vous montrer aussi, Food Patrimoine, ce qui fait la force du projet, c'est, je vous parlais de la notion de territoire tout à l'heure, et nous, notre idée, c'est justement de sortir de Paris et d'aller dans des territoires où parfois il ne se passe pas grand-chose, pas forcément culturel. L'idée, c'est de faire un focus sur un territoire
pour mobiliser les donateurs du territoire. Donc, on essaie de prendre des monuments qui ont qui représentent quelque chose pour l'identité d'un territoire, c'est-à-dire qui parlent à tous les gens qui sont autour. Et c'est ça c'est un des leviers de la collecte. C'est, on va dire, le côté affectif et le fait que le monument parle aux gens. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo, vous verrez, il y a des gens qui interviennent, vraiment on sent que ça leur tient à cœur. Et quand on fait des collectes, même si c'est en ligne et que c'est très digital, derrière, il faut quand même garder le côté affectif. Voilà. Ça, il faut l'aider. Bon, on essaye surtout quand on fait une opération food patrimoine qu'il n'y ait pas tous nos dossiers au même endroit. Après, ça peut être un choix stratégique différent, c'est de dire au contraire, l'option avait été envisagée cette année puisqu'on avait des soucis de dossiers qui n'étaient pas prêts pour le ministère, des permis de construire qui manquaient pour les travaux. On avait envisagé éventuellement de faire une collecte sur une région en particulière et au contraire de resserrer les rangs autour d'une région. Bon. Après, ça c'est des choix de stratégie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, ça dépend des contenus du projet, de ce que vous avez aussi. Nous, on a fait le choix à la Fondation VMF d'attendre, de reculer la campagne, parce que finalement les internautes ne sont pas tous derrière leur clavier à attendre, et de privilégier la qualité des projets. Vous voyez, on a des monuments aussi bien privés que publics. On a des mairies aussi, des églises de village, voilà, des associations aussi, beaucoup. Donc ça aussi, on veille à ce que dans notre collecte, il y ait une diversité dans les projets. On n'est pas, par exemple, 5 églises ou 5 châteaux ou 5 moulins. Ça, après, si vous envisagez de faire une collecte, c'est des éléments aussi qu'il faut tout simplement décider et choisir. Voilà. Alors, concrètement, Food Patrimoine, par opération, c'est à peu près 100 000 € récoltés en 6 semaines. Donc, c'est très important. Après, c'est à nuancer. Donc, ça, aussi, il va falloir distinguer tout dans vos campagnes. Il y a ce sur quoi on communique et puis dire la réalité derrière. On est sur Internet. On touche beaucoup de nouveaux donateurs, mais c'est parfois des petits donateurs. Donc, ce qui permet d'équilibrer la collecte, c'est qu'on a des très gros donateurs aussi, et notamment pour les projets publics, qui peuvent faire des dons ISF. Donc là, tout de suite, on a un don de 25 000 €, ça gonfle énormément les résultats. Mais ce qui est vrai, par contre, c'est qu'on a touché beaucoup de gens qui étaient complètement extérieurs à l'association VMF, qui n'en avaient pas forcément entendu parler. Et pour nous, c'est un vrai moyen de rayonnement sur les territoires. Puis ça passe par tous les outils de communication, il y a un petit label qui est posé, à chaque fois on voit les logos, et nous on le voit sur les fréquentations de sites, tout de suite il y a un lien vraiment entre la collecte et la fréquentation sur nos sites ou sur nos moyens de communication. Je sais pas, il y a une chose qui m'a échappé. Quand vous dites 100 000 € récoltés en 6 semaines, c'est presque plusieurs projets. Oui, on a 4 ou 5 projets à chaque fois. Voilà. C'est une collecte groupée Food Patrimoine. Parce que j'ai fait la Ouais. j'ai compris. Voilà. Après, nous, on est abrité par la Fondation du patrimoine. Eux, ils travaillent complètement différemment. Ils ont quasiment que des souscriptions publiques, puisque c'est essentiellement des églises ou des monuments publics qui sont à restaurer. Eux, ils ne font pas d'opération groupée, c'est chaque opération qui est autonome, et ils en ont à peu près 1000 qui tournent en même temps à l'année. Donc ils n'ont pas du tout les mêmes résultats, mais pour le coup, eux, ils ne font pas de l'accompagnement auprès du porteur de projet. Donc ça, c'est la question aussi que vous devez avoir, vous, puisque le Food Patrimoine, ça repose essentiellement sur l'apport en communication que le siège fait. C'est un équilibre, bien sûr, avec le porteur de projet, et nous, on apporte tout ce qui est communiqué de presse, flyer, c'est fait par nos graphistes, voilà, on rédige tous les bulletins de dons, tout ce qui est... En fait, dès que ça va toucher à notre image, c'est nous qui produisons les supports. Donc, ça aussi, c'est des questions qu'il faut avoir décidées en termes de stratégie. C'est-à-dire que le porteur de projet a besoin de vous, vous vous appuyez sur lui et vous l'aidez, mais il faut vraiment travailler main dans la main parce qu'il y a des choses qui peuvent vous échapper. Par exemple, l'exemple typique, un porteur de projet qui ne remercierait pas un gros mécène. Et ben, c'est votre image qui risque d'être impactée derrière. Donc, c'est des questions comme ça très concrètes qu'il faut vraiment garder à l'esprit. Bon, ça, je vous l'ai présenté. Voilà, ça, c'est les étapes. Je vous
propose de vous montrer un petit film qui a été réalisé donc, par la Fondation pour des propriétaires. Et c'est les films qui ont été utilisés sur Ulule. Donc ça aussi, vous avez dû voir peut-être en atelier, vous avez vu dans les modèles microfoniques. Tout ce qui est images et outils pour le web, c'est vraiment important, donc il faut le préparer. Et ça, c'est la phase cachée de l'opération. On a toute une trame avec des billes à lâcher tout au long de la collecte pour redynamiser la collecte. Je ne sais pas, ça dure 3 minutes. Comme ça. Je suis Raoul Bock, président de l'association des Amis du Château d'Anglot. L'objectif de l'association, c'est la sécurisation et la consolidation du château. Principalement les parties qui peuvent être dangereuses pour les enfants. On ne courait pas, on a tous été enfants. Quand on est dans un lieu aussi magique, on se prend pour un chevalier, on se prend pour une princesse. Et pour éviter l'accident, on a besoin de sécuriser le site. Donc on est juste face à la brèche, le mur qui s'est effondré en 98, décembre plus précisément. Il va falloir qu'on consolide d'abord avant tout les sous-bassements. Pour l'instant, on a mis en contrefort quelques blocs. Sachant que le rocher sur lequel est monté le mur, c'est complètement délité, on va d'abord être obligé de consolider avec des injections de produits pour permettre l'assise du montage des blocs de parements. Donc ces blocs de parements, il va falloir les identifier, les sélectionner, les trier. Donc il y a l'échafaudage, il faudra introduire une mécanique et monter au fur et à mesure ces blocs. Bonjour, je suis Stanislas String, nouveau délégué DMF du Bas-Rhin, un enfant de la région, particulièrement le château d'Anglot derrière moi. L'essence de participer à cette opération est justement que pour 1 euro collecté par l'association à travers les dons, 1 euro supplémentaire sera versé par la Fondation DMF grâce à tous les dons et grâce à vous pour permettre à l'association de sauver le site. Merci à vous d'avance. Je m'appelle Bruno Lintz, je suis secrétaire de l'association des Amis du Château d'Anglot. J'ai adhéré à cette association parce que j'habite la ville juste au pied du Château d'Anglot. Et comme je dis toujours, le Château d'Anglot, c'est ma tour Eiffel à moi. C'est une forme de repère pour toute la région, parce que le Château d'Anglot est particulier. Par ces 2 tours qui forment comme des bras qu'on montre, il montre sa puissance avec les 2 tours qui se dressent. Et toute la plaine le voit de loin, donc c'est vraiment un château particulier et, auquel on s'attache assez facilement. Je cherche avant tout à consolider le château pour que les gens puissent continuer de le visiter. Il est ouvert tous les jours de l'année, donc il faut que les gens puissent venir le voir dans les conditions de sécurité optimales. Nous, membres de l'association, on apporte notre savoir-faire, nos compétences. D'autres ne peuvent apporter qu'une participation financière, mais elle sera bienvenue et on les en remercie par avance. C'est bien d'avoir des bras, c'est bien de donner du temps, mais il nous faut aussi des matériaux, il nous faut du matériel, et sans cela, on ne peut rien faire. On œuvre pour que les générations futures puissent également en profiter, c'est notre objectif. Les générations futures viendront à leur tour nous remplacer, et pour le moment, c'est à nous de porter ce flambeau, donc j'engage les donateurs à porter leur flambeau à eux et à le passer au château d'Anglot. Je remercie par avance toutes les personnes qui vont généreusement participer à cette action et je les remercie chaleureusement. On a besoin de vous, sans vous, on n'avance pas. Ça fait un plaisir et vive le château d'Anglot, vive la place. Alors, ça c'est des choix aussi qui ont été faits sur la communication, c'est de laisser la parole aux gens qui en parlent le mieux finalement du monument et surtout dans les films de donner des aspects très concrets. Donc, après il y a tous les aspects administratifs, on va conventionner les montants des travaux. Sur une collecte, il ne faut pas prendre des montants trop importants parce que ça fait peur aux gens. Donc là on est sur des travaux à plus de 100 000 €, mais sur la collecte on a mis 15 ou 20 000. Donc ça, vraiment travailler les effets de seuil, c'est hyper important. Et de faire des focus sur des points précis du projet. Donc là, sur les monuments, c'est bien sûr plus facile, c'est de dire vous allez donner tant, ça fait une fenêtre, ça fait une cheminée, ça fait tant de mètres cubes de ciment, donc voilà. Après, on était sur Ulule. Ulule a hébergé nos campagnes précédentes, on a hébergé 12 projets, donc Ulule, ça marche, vous allez le voir après, avec un système de jauge, donc c'est très très facile pour suivre l'avancée des projets. Nous-mêmes, la Fondation, on abonde en fait les dons, les 5 000 premiers € versés, ce qui permet, donc nous on est en début de collecte, de faire monter la jauge et d'amorcer le process.
Parce que sur une campagne de crowdfunding, les gens n'ont pas très envie de donner. S'ils voient que ça a 100, 200 euros, ils disent bon, bah, ça marche pas leur truc. C'est humain, on a envie de participer à des collectes qui marchent, et se dire ouais, on fait partie du truc, on va sauver le château, toute l'Alsace, voilà. Donc ça, c'est un peu tous les rouages du crowdfunding, mais peut-être que vous l'avez déjà abordé ce matin. Alors après, ça a ses limites. Alors, si Romain était là, je suis là. Sur le lieu que toutes les campagnes marchent, elles sont forcément réussies. Donc ça, c'est quand même aussi un vrai atout pour une campagne, c'est-à-dire d'être sur une plateforme hébergée avec pignon sur rue, c'est une garantie pour le donateur. Ça, c'est quand même très important à mettre en avant, parce qu'il y a des problèmes de carte bleue, des problèmes divers et variés. Donc ça, c'est important aussi de se mettre à la place du donateur et de lui offrir un espace sécurisé. Voilà. Après, c'est vrai que les campagnes sont réussies parce que si la campagne ne va pas au bout, on rembourse les donateurs. Donc, un effet aussi où on va, finalement, les gens vont se forcer un peu plus à donner pour ne pas perdre en bénéfice de la collecte. Voilà. Après, bon, à la fondation VMF, on dépend de la Fondation du patrimoine. Et la Fondation du patrimoine développe un outil aussi de collecte pour toutes ces collectes. Donc, on va être obligé de rejoindre leur système. C'est un outil interne, alors il n'a pas été encore testé, il est en développement. Là, il y a un intérêt pour des fondations qui gèrent des projets. Ça veut dire que tout ce qui est fichier donateur, reversement, projet, tous les flux financiers en fait, vont être connectés directement à la base qui administre tous nos Donc ça, c'est tout ce qui est... Et puis ça évite de payer. Ça évite de payer des frais. Parce que comme vous tracez des sommes conséquentes, j'imagine que. Et il y a des frais pour les plateformes, bien sûr, et après, nous, la Fondation prend aussi des frais. Alors, sur des conventions encadrées par le ministère, c'est plafonné, c'est 5%, et nous, sur nos conventions, c'est 6% à peu près de gestion. C'est vrai que cumuler les deux c'est important. L'avantage aussi d'avoir une plateforme interne, et après, ça marche parce que la Fondation du patrimoine, c'est plusieurs millions d'euros par an, c'est plus de 2000 projets en même temps. C'est un système interne qui va en fait taguer les projets et qui va permettre pour le donateur qui arrive sur un projet d'être aiguillé par profil sur des projets qui pourraient l'intéresser indépendamment de Fondation VMF, Fondation du patrimoine. Donc ça, c'est un peu un système aussi de référencement différent. Et vous parlez de 15 projets qui étaient accompagnés, ça fait 15 campagnes. Non, on a sur tout le patrimoine, c'est 4 ou 5 par an. Et tout le reste, c'est en aide directe, et notamment, c'est la plus petite. Ouais, et ça peut être des projets qui ne sont pas éligibles aux souscriptions publiques, comme je vous avais expliqué. Pour avoir le droit de collecter sur des projets, il faut répondre à certains critères pour pouvoir défiscaliser. Donc ça peut être soit des monuments qui sont pas ouverts à la visite, soit qui n'ont pas l'inscription totale, voilà, ou soit les diverses raisons. Voilà. Après, c'est vrai que tout ce qui est les plateformes de collecte, c'est des outils. Et on voit beaucoup, il y a des plateformes, moi j'en ai même dans des membres de la fondation qui disent ah, on va lancer une collecte, c'est super, qui vont à la Fondation du patrimoine, on ouvre une collecte. Bon, bah, super, ils ouvrent leur site, mais s'ils ne l'animent pas derrière, il n'y a pas de donateurs qui vont. Voilà. En fait, le fait de faire une collecte en ligne, c'est vraiment un outil technique. Et il ne faut pas négliger aussi les collectes, on va dire, traditionnelles. Parce que Food Patrimoine, on reçoit paradoxalement beaucoup de dons aussi par chèque de façon classique, bulletin papier à la Fondation, en parallèle avec les gens un peu plus âgés, des co-donateurs, des entreprises notamment, qui fonctionnent plutôt par chèque. Donc finalement, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, votre campagne de crowdfunding. C'est un outil parmi d'autres. On travaille avec tous les moyens de communication classiques, avec notre service communication, donc les communiqués de presse, envoyer les communiqués de presse aux journalistes de la presse locale, faire le relais auprès des offices de tourisme, faire des relances aussi, parce que ça dure 6 semaines, donc au début une collecte elle démarre vite, après elle stagne, il faut la relancer et l'animer tout au long des 6 semaines. Donc c'est à la fois intense et rapide. Voilà. Après, bon, si c'est une équipe, moi, chez VMF, moi je suis seule à la fondation, il y a quand même une équipe autour, donc normalement ça aide à faire
sorte que la campagne fonctionne. On n'a pas d'exemple de dossier qui ne soit pas allé au bout. Hein. Je ne peux pas vous dire des choses qu'il ne faudrait pas faire. Le seul risque, ça serait qu'un propriétaire abandonne son programme de travaux. Après, là, ceci, c'est tout l'environnement juridique, c'est prévu sur les bulletins de dons. Alors, c'est écrit en tout petit, mais c'est noté. Si le projet, par exemple, le château d'Andelot décide d'arrêter ses travaux, les fonds sont conservés par la Fondation pour des projets similaires. Voilà. Donc ça c'est prévu aussi. Tout ce qui est lié aussi aux donateurs, donc ça c'est important, on a des relations après avec les donateurs. Les données, toute la question des données, à partir du moment où on fait un don, sur internet, a fortiori, mais tout un papier, on met son nom, son prénom, ses coordonnées, ne serait-ce que pour émettre un reçu fiscal. Donc, toute la question aussi de la gestion des données derrière. Voilà. Alors, c'est pas un secret défense, mais c'est des dossiers, il faut être. Voilà, c'est assez délicat aussi, on ne peut pas les transférer comme ça à n'importe qui pour d'autres collectes. Après, ça, c'est des questions éthiques, tout simplement. Très bien. Est-ce que vous avez une question? J'en ai une sur les contreparties. Ah, les contreparties, alors elles sont prévues normalement sur les campagnes, on les prépare avec le propriétaire. On essaie de ne pas lui faire trop de paniers parce que sinon on s'y perd. Et par contre, c'est encadré par la loi. On ne peut pas faire une contrepartie qui excède 25% du montant du don. Donc, ça, c'est... Alors, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que pour une entreprise, c'est super parce qu'on va pouvoir dire vous donnez tant, mais vous avez droit à 25% de contrepartie, donc en fait, votre don il coûte encore moins cher. Très souvent, c'est des